Bonjour à vous tous. Nous sommes mardi le 22 septembre. Il est 8 heures le matin. Excusez-moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai pas de voix le matin. J'espère que ça va bien de votre côté. On a une entrevue encore super intéressante aujourd'hui. On est en l'entrevue 111 avec Steve Chamberlain. Je vais juste avant de débuter avec toi, Steve, on va jaser un petit peu qu'est-ce qui s'en vient avec Imo Facile pour laisser le temps aux gens de rentrer avant de débuter notre entrevue. On a la formation cette semaine, jeudi. On a le jeudi, on est quelle date? Bougez pas. Jeudi, on est le 24. On a la formation calcul de rentabilité multilogement. C'est une des formations très, très populaires au bureau. Vous avez le choix de l'avoir en virtuel ou de pouvoir venir au bureau. Et bien sûr, on respecte le 2 mètres de distanciation avec les masques. Les tables sont toutes séparées. On est là pour vous. Fait que pour les gens qui, c'est-il rentable un immeuble à revenu ou pas? On a un spécialiste qui va être Jean-Luc Dion qui va nous donner la formation jeudi soir. Samedi, on part la cohorte de coaching double de l'automne. On a beaucoup d'inscriptions. C'est fou comment ça fonctionne de ce temps-ci. Les gens veulent sortir de qu'est-ce qu'ils font présentement et s'en vont vers la formation pour apprendre à faire l'immobilier. Et beaucoup de gens, il nous reste encore quelques places. Fait que si vous avez de l'information, vous voulez avoir de l'information, gênez-vous pas, vous pouvez appeler directement au numéro 514-418-1030. Ça va être plus rapide et quelqu'un va pouvoir vous donner un peu d'informations sur c'est quoi exactement le coaching double. C'est de la formation théorique et c'est de la formation pratique aussi. On va visiter des maisons, puis il y a 8 heures de coaching individuel d'inclus avec les gens. On a mardi soir prochain, le 29 septembre, un Q&A. Fait que je fais ça une fois par mois. Je m'assois à mon bureau et qu'est-ce que je fais pendant une soirée de temps? Je pense que le dernier coup, ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures. Je réponds aux questions des gens. Et j'ai plus de voix après 3 heures, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de le faire. C'est mardi le 29 septembre. Et ça, c'est à 7h30. Vous allez voir dans le Facebook des liens qui vont être affichés. On a une formation qui revient pas très souvent, qui s'appelle Vendez ses offres d'achat. Fait que mercredi prochain, on va aller, je vais vous donner un petit peu la date exacte. Le 30, Maître Luc Audet vient et vous explique comment vendre une offre d'achat de façon légale. Parce qu'il y a des façons qui fonctionnent pas, que vous respectez pas les règles. Et on vous montre ça, comment faire ça de façon légale. Et il vous donne tous les contrats légaux que vous avez besoin pour être capable de faire. C'est inclus dans la formation. Et le samedi, on a la formation location-achat avec le 3 octobre qui va être donnée aussi à nos bureaux et virtuels. Toutes les formations maintenant sont offertes au bureau ou virtuel. Et quand il y a trop de monde au bureau, qu'est-ce qu'on fait? On loue une salle à l'hôtel. En parlant de salle, j'ai une nouvelle salle qui s'en vient. On commence au début octobre pour les gens qui veulent faire du tournage, pour les gens qui veulent faire des lives, qui veulent faire des spectacles virtuels. J'ai une salle de 4500 pieds. On l'a vu un peu, on l'a vu un petit peu sur Facebook. J'ai mis quelques photos. Ça a des plafonds de 16 pieds de haut. Tout le système d'haut-parleurs, de son, de micro, d'éclairage est présent. Fait que c'est pour vous autres. On va avoir nos soirées mensuelles dans cette salle-là. Mais entre les soirées mensuelles et les formations, la salle va être allouée. Fait que si vous avez besoin d'une salle, présentement, c'est maximum 50 personnes qu'on peut rentrer dedans. Normalement, il en rentre 200, 250 environ. Fait que gênez-vous pas, appelez au bureau, on va pouvoir vous aider. Et on a un tournage qui s'en vient du 1er au 9 novembre dans la salle. Et c'est un tournage à l'hôpital. Fait qu'ils vont tout aménager la salle pour simuler un espace d'hôpitaux. Et il y a un autre tournage qui s'en vient aussi. Ça fait que c'est super excitant. Fait que la salle va être utilisée parce que c'est de plus en plus difficile de tourner présentement dans les hôpitaux, dans les bureaux. Il n'y a plus personne qui veut voir des gens, 15, 20 personnes dans les espaces. Fait que ça permet aux gens de faire du tournage ou même on a un spectacle qui s'en vient au mois de novembre, un spectacle virtuel qui va avoir lieu un vendredi soir. Il n'y a pas personne dans la salle, mais c'est shooté directement sur stage dans la salle. OK?
Fait que, information bureau. On a Patrick qui est rentré, Jean-François, bon matin. On a Manon Labrie, bon matin Manon. Christian Lemelin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Christian. Patrick Vaillancourt, Chantal Dallaire, bon matin Chantal. Chantal fait de la construction avec son père fait de la construction aussi pour dans la région de Montréal. Fait que ça des commentaires, Chantal, tu te gênes pas, on va parler de construction aujourd'hui. Et on est maintenant avec Steve Chamberlain. Bon matin, Steve, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Eh oui, ça va bien. Fait que on t'a pas trop levé de bonne heure un matin? Non, mes deux enfants, ils s'en ont occupé. Ils se sont occupés. Je pensais que tu allais me dire, moi, j'ai une demi-journée de fête, étant donné qu'on travaille sa construction, là. On a une bonne journée de fête. Ouais. Peux-tu me parler un peu de toi? Fait que toi, tu as une compagnie qui aide les gens à faire de la construction, exactement? Oui, c'est ça. Dans le fond, depuis maintenant 2 ans, j'ai démarré une nouvelle entreprise. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'accompagne deux types de clientèle. La première clientèle, c'est des entrepreneurs en construction. Donc, eux autres, je les accompagne dans la gestion de leur entreprise, que ce soit des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs spécialisés. Okay. Sinon, il y a des particuliers. Les particuliers, eux autres, je les accompagne dans la préparation puis dans l'exécution de leur projet de construction. OK, parfait, excellent. Puis, on va retourner en arrière, OK? Parle-nous donc d'où vient Steve. T'es né dans quelle ville? Dans quel endroit? À Pont-Rouge. Pont-Rouge, à 25 minutes de Québec. OK, parfait, excellent. Ouais. Puis, t'as fait quoi comme étude pour te ramasser où t'es rendu là? J'ai joué au basket, c'est ça que j'ai fait. OK. Non, dans le fond, quand j'étais au secondaire, moi, ce que j'aimais, c'est jouer au basket. J'avais une autre facilité, c'était l'informatique. Okay. J'étais allé à Limoilou. J'étais allé suivre un cours comme programmeur informatique. J'ai fait trop d'années à faire mon informatique, mais pour finalement me dire que c'est pas nécessairement ce que j'aimais. Moi, il me manquait le petit côté de relation avec les gens. Peut-être les défis ou peut-être c'était juste, j'avais pas trouvé dans le fond qu'est-ce que je recherchais réellement à cette époque-là. Mais j'étais vraiment venu initialement pour jouer au basketball là-bas. Après avoir, je te dirais, parti en voyage, on est parti en Asie 2 mois. Okay. Ça a changé un petit peu mes opinions par rapport à mes valeurs, à ce que j'avais d'envie, ce que je voulais, ce que je voulais pas. En tout cas, ça a mis la table. Puis, je suis revenu, puis j'ai dit, bon, regarde, je vais finir mon diplôme, parce que c'est important quand même d'avoir un diplôme en sortant de l'école. Puis, j'ai décidé tout simplement, après ça, d'arrêter pour repartir en voyage. Quand je dis en voyage, tu sais, dans le fond, on avait trouvé une place à Tarpness en Angleterre pour être capable d'aller travailler dans un club de golf. Puis finalement, le voyage qui aurait duré supposément 6 mois a duré seulement que 10 jours. On est revenu. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, tu sais, il y a des fois, tu apprends, tu fais des choix, tu dis, je me sens pas bien de place, j'évolue. Fait que finalement, on s'est dit, non, on en profite, on va monter en Angleterre, Édimbourg, on prend tout ce qu'on a, puis on ne revient plus avec une scène. Je te dis pas que ça a été un bon coup, mais on a eu bien du plaisir. Mais tu vois, ça a été bien pour moi parce que j'ai toujours eu une passion en voyageant des immeubles. Okay. Là, j'ai développé le goût. En Asie, il y avait beaucoup, tu sais, tous les bâtiments en forme de triangle. Oui. On rentrait là. Il y avait un petit côté que j'aimais bien. En Angleterre, même principe, tu es plus dans la ville, les régions, etc., la campagne, Édimbourg, les châteaux. Fait que c'est vraiment été mon coup de cœur avec l'immobilier. C'est là que ça a commencé. Quand je suis revenu, mais dans le fond, il y avait un cours qui s'appelait gestion immobilière. Fait que moi, je me suis inscrit là, j'ai suivi un cours. Ça a duré 1 an et demi. Puis, tu vois, après ce cours-là, je suis allé travailler à différents endroits pour finir réellement dans une entreprise de construction. C'est là que j'ai fait pas mal toutes mes classes. Je te dirais, en fait, je n'ai fait 2 entreprises de construction. Ça a été super intéressant. J'ai touché à plein de choses dans la première. Puis dans la deuxième, c'était un petit peu la même chose, parce que là, on a évolué pendant plus de 10 ans. Donc, tout ce qui était les ventes, la gestion, écoute, des clients pas contents, des clients contents, le marketing, l'informatique. Tout a été fait étape par étape pour après ça être capable de restructurer une bonne partie de l'entreprise là, au niveau de la gestion de l'entreprise, parce que nous, c'est une ancienne entreprise familiale qui avait été rachetée par un propriétaire. Okay. En fait, un des actionnaires, mais qui dit entreprise familiale, dit aussi des vieilles façons de faire, plus à jour. Donc, il fallait être créatif, il fallait être capable de réussir à faire passer ses points parmi tous les autres employés qu'il y avait. Ça fait que ça a été un très, très beau cheminement, une belle expérience. OK. Puis là, tu reviens, mais tu as fait beaucoup de projets. Je regardais sur ton site Internet, il y a beaucoup de projets.
dans l'entreprise de construction, tu as travaillé sur combien de projets? Ben moi, je te dirais, on faisait à peu près entre 40 et 50 projets de construction par année. On avait une trentaine de menuisiers un certain temps. On avait aussi une usine là, qui fabriquait des murs, qui fournissait des murs usinés pour une grosse compagnie de Québec. Donc, il y a beaucoup d'immeubles locatifs qui étaient faits avec nos murs qui étaient préfabriqués. Fait que je te dirais certainement plus de 250 projets de construction que j'ai touchés à différents niveaux, là. Des fois que ça a été seulement faire la vente, des fois ça a été vraiment de gérer de A jusqu'à Z. Des fois ça a été pas de superviser, mais d'être vraiment d'accompagner les autres gérants de projet à trouver des solutions problématiques. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Nous, on était vraiment spécialisés dans la construction sur mesure. Donc, on faisait pratiquement jamais 2 ou 3 fois le même projet de construction. Puis, on construisait toujours sur le bord des rivières, sur le bord des lacs. Donc, tu sais, Mont-Saint-Anne, Stoneham, proche de Québec, c'était notre clientèle, là. Donc, ça peut jouer d'un garage à 30 000 à une maison de millions, là. OK, excellent. Puis, parle-moi donc un peu des étapes de construction. Fait qu'on va aller pour les gens, c'est pas tout le monde qui connaissent la construction. Fait que parle-nous un peu des étapes de construction et en partant du début. Oui. J'ai une façon bien à moi de voir les choses. Tu sais, souvent, j'appelle ça le processus intuitif. Le processus intuitif, c'est la majorité des gens qui vont se construire une maison. Ils vont dire, bon, OK, je vais me trouver un terrain, je vais concevoir le plan, je vais me trouver un entrepreneur, je vais faire des choix, la conception du plan, puis après ça, tu sais, je vais aller finaliser mon financement, puis je construis. La problématique que moi, je voyais dans ça, c'est que l'entrepreneur, il va toujours construire à partir de les plans du client, parce que dans le fond, les plans, ça reste un canal de communication, puis ça reste aussi ce que le client veut réellement se construire. La problématique, c'est que les clients, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a sur leur plan. Puis, ce n'est pas nécessairement de leur faute. Des fois, c'est un manque d'expertise. Des fois, c'est que ça va vite. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à certaines choses. Fait que, je repensais à ce processus-là, puis je me suis dit, crime, prenons le temps de mieux se préparer. Puis, quand on va bien se préparer, ça va être beaucoup plus facile après ça qu'il y ait moins d'erreurs sur le chantier, qu'on sauve de l'argent, que la communication soit le fun. Parce que, tu sais, dans le temps, moi, j'écoutais ça des fois avec ma mère et mon père, on écoutait JE. Oui. Il y a toujours, à chaque semaine, un entrepreneur qui passe à JE, puis il dit non, j'ai rien fait. Fait que, il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'est sûr, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il y a un manque de préparation. Fait que quand je reviens du processus de construction, ben, je l'ai structuré pour vraiment dire, initialement, là, va voir ta banque et demande-leur comment tu peux emprunter. Ça, c'est la première étape. Après ça, budgète un peu tes dimensions par rapport à l'argent que tu as disponible. Et si tu as besoin de plus d'argent, ben là, va voir des gars comme toi qui vont aider à créer des façons d'être plus créatifs, si c'est de l'immeuble, si c'est de la construction. Il y a un paquet de formations qui existent comme ça, puis vous le faites bien. Fait qu'il y a une façon d'avoir plus d'argent. Mais à la base, si l'institution financière t'a prêté 300 000, ben, essaie de construire dans le montant que tu as. C'est important. Une fois ça, c'est construire plus le terrain qu'il faut penser aussi, Steve. Ben, en plein ça, j'avais fait une capsule vidéo, justement, je pense que c'était cette semaine, la semaine passée. Je dis au monde, t'empruntes 300 000, puis après ça, tu vas voir l'entrepreneur, tu dis, moi, j'ai 300 000. Fait que là, l'entrepreneur, il travaille, puis là, il présente une soumission, puis là, le client fait comme, hey, c'est cher, mais il y a les taxes. 45 000 de taxes. Il faut que tu payes ton terrain. Là, je parlais dans la capsule du bûcheron. Écoute, un bûcheron, il faut que tu bûches un terrain si tu es en région, 2000, 2500 pièces. Après ça, tu as quoi? L'arpenteur, le notaire. Tu as un paquet d'intervenants qui viennent, qui vont faire diminuer justement ce prix de vente-là. Pas de prix de vente, mais le prix de construction. Fait que c'est important de les comprendre, ces intervenants-là. Fait qu'une fois que c'est bien identifié, ben, moi, j'optuse après pour vraiment établir les besoins des gens. Je vais te donner un exemple de besoin des gens. Beaucoup de personnes se font construire un bungalow, OK, 30 par 40, puis ils vont dire, bon, super, je suis dans ma maison. Une fois qu'ils sont construits, ils disent, hey, j'aurais aimé savoir des plafonds à 9 pieds. Écoute, pour environ 2500, là, le prix du bois a augmenté, mais pour environ 2500 pièces, tu aurais pu avoir ton plafond à 9 pieds. Ça change toute la dimension de ta maison, le design, le style, mais il est trop tard. Fait que là, après ça, tu vas pouvoir aller plus au niveau de la conception des plans, puis identifier tous tes sous-traitants, tes entrepreneurs, etc. Fait que ça, on fait des étapes. Première étape, c'est d'aller voir ton financement. Oui.
Deuxième étape, c'est d'aller voir le terrain aussi. Parce que si ton terrain en coûte 200 000 puis tu as un financement de 300, il ne reste plus grand-chose. À part une roulotte, c'est à peu près la seule affaire que tu vas pouvoir mettre dessus. Non? En plein ça. Je le mets un petit peu plus loin, moi, Ghislain, dans le processus, parce que je le mets plus dans l'identification des besoins. Parce qu'on a vraiment les besoins au niveau de la construction. Donc, je vais te donner un exemple. Si je suis en chaise roulante, ben, des cadres de porte à 30 pouces, là, ça ne rentre pas. Fait qu'il faut que je les élargisse. Si j'ai, je ne sais pas, 70 ans, que je commence à avoir mal aux genoux, ben, je vais tout de suite penser, peut-être je vais avoir besoin soit d'un monte-charge, soit dans l'escalier, mettre un siège qui monte. Fait que là, on est plus dans l'identification des besoins au niveau de la construction. Mais par après, si ma dimension de mon terrain il est trop petit par rapport à la grosseur de mon terrain, ça marche, ça va pas bien. Fait que j'aime mieux le mettre après, moi, parce que, je donne un exemple, je veux un bungalow, puis je veux un garage. Ben, le garage, s'il ne rentre pas sur le terrain, quand même, j'ai trouvé mon terrain, il faut que je recommence. Fait que pour moi, j'ai plus une philosophie de dire, on va mettre l'emphase sur les dimensions du bâtiment qu'on peut se permettre avec le budget. Après, on va identifier nos besoins, puis en même temps, le terrain pour valider si ça fit dessus. Fait qu'on va avec le financement. Après ça, on va avec la grosseur du terrain. Pas du terrain, mais de l'immeuble avec le garage. Et après ça, on va aller chercher le terrain. Ouais. Dans la réalité, ça va se faire pas mal tout en même temps. Okay? On voit un terrain, on dit hey, c'est un coup de cœur, c'est ça que je veux, on va changer un peu on va changer les pions de place, on s'entend. Mais dans un processus d'apprentissage, moi, je le mets un petit peu plus loin à ce moment-là. OK, parfait. Et si tu as déjà le terrain, là, tu n'as pas le choix d'aller essayer d'ajuster les immeubles pour rentrer ça directement sur le terrain. En plein ça. Tu sais, des fois, les gens vont avoir un terrain, eux autres, ils vont penser plus à l'esthétique, le produit fini. Hein? J'ai un grand terrain, il est large, j'ai une rivière en arrière. OK. L'entrepreneur va plus penser, en général, il y a une rivière en arrière, la nappe phréatique est haute ou basse. Donc, pour moi, la nappe phréatique, hein, c'est l'eau souterraine qui est là. Fait que quand je vais creuser pour faire le sous-sol, mais si j'ai un sous-sol de 8 pieds puis que la nappe phréatique est à 5 pieds, ça se peut que ça soit, tu sais, je devienne avec une maison très, très haute. Fait que souvent, ça vient aussi jouer sur le projet de construction, puis ça déçoit les clients. OK. Puis ça, à part le moment de creuser, faut quasiment t'aller creuser pour savoir la hauteur de la nappe, ou tu as d'autres techniques? Ben, écoute, on peut toujours. C'est sûr que quand on va être dans le commercial ou dans les immeubles locatifs, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent qu'une maison. Fait que j'aurais tendance à dire qu'on va engager des experts pour faire certaines validations. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont spécialisés au niveau des tests de sol, etc., pour les eaux, tout ça. Mais quand on est dans une maison, souvent les gens ils se questionnent à dire ça vaut-il la peine que j'investisse 1500, 2000 $ faire venir une pelle, faire des tests de sol pour savoir où la nappe phréatique, ou je le garde cet argent-là, puis je m'adapterai avec mon terrain. Tu sais, fait parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, hein. Les gens qui se construisent une résidence, c'est toujours leur argent personnel. Ouais. Donc, ils passent leur vie à économiser pour avoir une mise de fonds. Puis souvent, la mise de fonds, ils l'ont soit dans leur REER, soit qu'ils vont l'avoir placé de côté, puis finalement, ils s'achètent un auto quand il est brisé. Fait que la mise de fonds est là, mais pas toujours là. Deuxième chose, c'est qu'ils vont s'endetter énormément. Fait qu'une maison aujourd'hui à 150 000 avec un terrain, il n'y en a plus. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé bien. Ben, pas proche de la ville. Il y en a quand tu t'éloignes, là. Il y en a que tu t'éloignes. La semaine dernière, tu sais, j'étais avec un étudiant et on faisait une promotion de ses terrains à 60 000 sur le bord de l'eau. Oui. Mais c'est au Mont-Laurier. Ça fait que, au Mont-Laurier, fait que plus tu t'éloignes, moins les terrains coûtent cher. Oui. Mais tu sais, pensons aux constructions, réussir à faire un bungalow en bas de 150 000. C'est une cabane. La cabane des bois. Ça peut être super le fun. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens ils ont des choix à faire. Puis le point que je voulais amener, c'est que c'est émotionnel un processus de construction. C'est très, très, très émotionnel. Tu sais, un peu, regarde. Tu sais, ça en est une. Je montre toujours ça à mes clients. OK. C'est quoi cette feuille-là? Émotion. OK, parfait. De l'argent plus des émotions, ben, ça ne fait pas un bon ménage. Fait que, tu sais, on passe une vie économisée, on s'endette, on va chercher l'argent qu'on a, on veut se construire. Fait que ça devient émotionnel. Fait qu'il faut prendre le temps de tout bien
valider ce qu'on a besoin aussi. Dis-moi donc, as-tu des anecdotes de couple? Parce que ça doit être compliqué un peu faire de la construction avec un couple ou c'est super simple? Moi, je n'ai jamais fait, ça fait que je peux pas parler de mon côté, là. Non, ben en général, ça va très, très bien. Hein. Souvent, les gens qui vont se construire dans la majorité des personnes, c'est des gens qui ont déjà vécu. En tout cas, la clientèle que j'avais, c'était déjà des gens qui avaient déjà une maison ensemble ou qui se connaissaient quand même bien. OK. Quand on tombe dans des gens qui sont plus jeunes, vingtaine, trentaine, puis c'est leur première maison, c'est sûr que rentrer dans un processus de construction, comme je disais, t'en as pour 2-3 mois. Hein? Ouais. 2-3 mois, il se passe bien des affaires. Tu sais, il y a des chicanes de couple. Il y a des conflits avec les beaux-parents. Steve, je veux que tu me contes une anecdote qui est arrivée sans dire les noms d'un couple ou des chicanes, pas des chicanes, mais des défis que les gens vivent puis que tu peux désamorcer en communiquant peut-être? Ouais. Écoute, moi, je me souviens une fois, j'étais en train de signer le contrat, OK, pour la construction, puis je m'occupais de gérer leur projet de construction. Puis il y avait les 2 personnes qui étaient là avec le père d'une personne. Puis moi, j'étais là officiellement pour signer, tout était fait. Tu sais, il y avait un processus depuis des semaines, des mois d'enclencher, les plans étaient faits. Restait juste à fignoler des petits détails. Là. Tu sais, on modifie des portes sur le plan, on fait les papiers officiels, mais il y avait déjà des papiers de signer. Mais là, la chicane pogne entre les 2. Fait que là, moi, je les ai à ma droite, les 2, ils commencent à s'engueuler. Puis à gauche, j'ai le père. Puis là, le père, il est là. Calmez-vous, prenez votre temps, c'est votre première maison, communiquez bien. Fait que là, moi, je suis entre les 2, puis là, je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, la seule affaire que tu peux faire, c'est de la fermer. C'est la seule affaire que tu peux faire. Fait que ça a été ça a été quelque chose parce que les filles sont sorties dans l'autre pièce. Je me souviens, écoute, ça se criait après. C'était. En fait, je pensais pas qu'on allait signer un contrat cette journée-là. On l'a signé. Malheureusement, ça a été une maison qui a été mise à vendre de peu de temps après. OK, fait qu'ils l'ont fait construire puis ils l'ont vendu tout de suite après. Ouais, 1 an ou 2 après, ouais. OK, c'est bon. Ouais. Le couple a pas duré. Il paraît que c'est tough, c'est un couple, la vie, la construction. On entend ça souvent. Ouais, oui. Les stats à nous donner. Non, c'est parce que je pensais à. Tu sais, Ghislain, moi, dans le fond, j'avais une maison. Puis quand que j'avais acheté un terrain en 2013 où ce que j'habite présentement. Puis quand on a vendu la maison en 2016 ou 2015, on a transféré un appartement. On avait déjà un petit garçon. Ma blonde était enceinte. On était en train de construire la maison qui était juste. Dans le fond, on habitait l'appartement juste en face de la maison. Puis chaque matin, vers 5h30, on allait sur le chantier. Un moment donné, ma blonde, boum, décide à la couche. Fait que là, on est rendu avec un petit bébé dans la maison en train de construire. L'autre petit garçon qui ne comprenait rien ce qui se passait. Un autre déménagement. Non, des fois, c'est compliqué la construction. Ça, c'est sans parler du travail. Il faut que tu rendes des comptes. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas là? Ouais, c'est ça. C'est un défi. Ça peut être quelque chose. Fait qu'après avoir fait les plans, après avoir donné le contrat à un entrepreneur ou quelqu'un qui aide comme toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les prochaines étapes qui arrivent après, dans les étapes de construction? En fait, tu parles avec l'entrepreneur général? Oui. OK. En fait, quand c'est bien préparé, là, tout le processus de demande de soumission, c'est là que ça se passe. Ça veut dire qu'est-ce qu'on demande à l'électricien? Qu'est-ce que ton entrepreneur va demander à ton électricien? Et si le message est clair, c'est là qu'on sauve quand même beaucoup d'argent. OK? Fait que ça c'est une étape. On va faire ça avec le plombier, on va faire ça avec tous les sous-traitants, fondation, excavation, entrepreneur général, etc. Une fois qu'on s'est entendu sur le prix avec l'entrepreneur puis les sous-traitants, mais là, on tombe en construction. C'est sûr que là, il y a des délais. Fait que les délais, ils peuvent varier. Hein? Tu sais, comme les gens aujourd'hui qui ont prévu se construire, exemple, juste avant Noël, puis avoir leur maison pour Noël, ben, les compagnies de structure, il y en a qui sont rendues à 6-7 semaines de délai de livraison. Après ça, il y en a d'autres qui reçoivent des surcharges de coûts. Fait que là, il y a un paquet de facteurs qui rentrent en jeu. Fait qu'il y a quand même une étape de négociation qui se passe pendant le chantier. Hein? Mais en général, les bons entrepreneurs vont prendre soin de leurs clients, puis ils vont établir une bonne communication avec eux autres. Donc, pendant
pendant la construction, il va toujours avoir, moi je pense qu'il va toujours avoir un lien de confiance qui doit être gardé avec l'entrepreneur, peu importe qu'est-ce qui se passe. L'entrepreneur arrive avec une surcharge, 1000, 2000, 5000, peu importe le montant. Moi, je pense que c'est important que la communication, c'est ça qui prime, puis la relation avec l'entrepreneur. C'est vraiment ce qui est prioritaire. À partir de là, ça reste une game de négociation. Il va toujours en avoir. Sur les chantiers, il va y avoir des ajouts. Les clients vont faire des demandes. Ils ne penseront pas qu'à chaque fois qu'ils demandent quelque chose, il y a un prix relié à ça. Ouais. L'entrepreneur, lui, il va se dire « Hey, le client, il m'a demandé plein de choses. Fait que je vais toutes les faire, puis je lui dirai comment ça coûte après. » Fait que là, des fois, on arrive à la fin, puis on dit « Bon, ben, ça t'a coûté 3-4 000 piastres de plus ta maison, et voici pourquoi. » Là, les clients sont fâchés. Encore de la négociation. Fait que c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Mais en général, quand on a des bons échéanciers de l'entrepreneur, une bonne communication, quand je dis bonne communication, c'est autant verbal, écrit. Pour moi, ça, c'est important. En général, ça se passe bien, puis le chantier, il va quand même très, très bien. OK, excellent. On a un commentaire de Luigi qui dit « Un couple qui passe à travers une construction va passer une vie ensemble. » Ben, ça, c'est Luigi. Moi, Luigi, je peux te dire, un couple qui se construit puis qui survit un COVID, ça, c'est un couple qui va passer au travers. Écoute, faut pas oublier que beaucoup de gens sont allés à la banque pour avoir du financement, ont commencé à construire. Beaucoup d'entre eux, ils ont signé des contrats qu'ils n'ont jamais lus, qui avaient des petites clauses qui disaient si le prix du bois augmente ou des matériaux, l'entrepreneur peut te refiler la facture. Donc, le client, il y a une part de responsabilité dans ça, il faut qu'il fasse attention. Puis, ça vient impacter son portefeuille. Ça vient chatouiller l'institution financière parce que des fois, tu n'as pas le choix d'y retourner à l'institution financière. Puis, ça vient aussi être problématique quand certaines personnes tombent sur PCU, chômage, perte d'emploi. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, Luigi, oui, la construction, c'est vraiment quelque chose qui peut être difficile pour un couple, autant que ça peut être facile pour un couple. Moi, je pense que l'entrepreneur, il a un très grand rôle à jouer dans ça. OK? Très, très grand rôle. Mais pour moi, le COVID, il en joue une bonne partie. Il y a eu un autre défi. Petite question pour toi. C'est quoi le défi le plus grand que tu vois dans les gens qui veulent se faire construire? Ben, je reviendrai carrément à la communication. OK. Réussir à bien gérer la communication tout au long du chantier. Puis je sais, quand je dis ça, ça paraît bizarre parce que pour un client, il achète une maison, il n'achète pas une relation avec une autre personne. OK. Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs, à 80-90% du temps, sont des très bons gars de chantier. Ouais. Bon, à 80% du temps, on s'entend, il y en a toujours des pas bons, là. Ouais. Mais en général, ils sont de bonne foi, puis ils veulent bien travailler, puis ils s'améliorent avec le temps. Par contre, ce n'est pas des bons communicateurs en général. Donc, on retrouve beaucoup dans les entreprises des problématiques de communication, des problématiques d'organisation, des problématiques de ressources humaines. Puis ça l'amène aussi problématiques de rentabilité financière, puis de gestion de temps. En gros, prendre toutes ces informations-là, mais là ensemble, ça coupe le processus de communication. Fait que les entreprises qui vont être bien structurées, qui vont bien communiquer, souvent, ça va aller super bien. Fait que moi, je pense que c'est ça le défi du client. C'est d'être capable de dire, oui, j'ai mon argent que j'ai investi dans une maison, qui est toutes mes économies d'une vie. Puis des fois, mon entrepreneur va faire des choses que je ne serai pas d'accord. Des fois, il va faire des choses qui vont me surprendre, puis je vais être très content. Mais dans tout ça, c'est moi, il faut qu'il garde le contrôle de la game pour que ça aille bien, peu importe c'est quoi qui arrive. Si vous avez des questions aux gens qui sont en ligne, si vous avez des questions à Steve Chamberlain, qui est de la compagnie socosolutions.ca, une compagnie qui vous aide à faire de la construction neuve, qui aide les entrepreneurs aussi. Allez-y, posez les questions. On est rendu dans la période de questions. Est-ce que c'est la même chose construire du chalet locatif? Parce que tu en fais présentement, tu as fait un projet, le domaine, comment tu l'appelais ton domaine? Le domaine de la passerelle. Le domaine de la passerelle, fait que tu as construit des chalets locatifs. Est-ce que c'est la même chose que construire une maison ou c'est différent? Ben pour moi, le processus reste sensiblement la même chose, hein, parce qu'on est dans un processus de construction, processus structuré que j'appelle, oui. Mais
Les besoins ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Le domaine de la passerelle, nous, c'est un chalet qui est à la Vallée-Bras-du-Nord, qui est une des top 5 places de vélo de montagne au Canada. Très, très connu. On a à peu près 150, 170 000 personnes qui passent par année dans le fond d'un bois, dans le secteur de Saint-Raymond. Puis, il faut se dire, crime, dans ce projet de construction-là, je suis un chalet locatif. J'ai deux options. Je construis un chalet, je fais de l'argent, ou je développe un projet de construction et je fais vivre une expérience incroyable à mes clients. Donc, quand on pense comme ça, pour moi, là, on tombe dans l'analyse des besoins. On tombe à dire, qu'est-ce que les gens qui font du vélo vont avoir besoin? Bien, s'ils sont 10 personnes dans un chalet, ça se peut qu'ils aient besoin d'une place pour serrer leur vélo. Puis si les vélos coûtent 5, 6, 10 000 pièces, ça se peut qu'ils aient besoin de sécurité. Okay. Donc, il faut penser de cette façon-là. Si les gens ils se reposent parce qu'ils veulent en profiter en famille, peut-être qu'ils vont avoir besoin d'espace. Fait qu'ils vont avoir des grandes tables. Fait qu'il y a des besoins qui sont différents. Fait que pour moi, construire un chalet, quand c'est une construction neuve, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un client puis de dire qu'est-ce que lui, il veut. Il s'attend à quoi pour que ça soit vraiment une superbe de belle expérience puis qu'il revienne aussi, tu sais. Une question de Chantal Dallaire. Est-ce que vous construisez est-ce que vous aidez à la construction de duplex, triplex ou seulement des maisons unifamiliales? Non. En fait, Chantal, pour moi, la construction, que ce soit un triplex, duplex, ça reste quand même de la construction. C'est plus facile pour exprimer là, dans le fond, le processus, tout ça. Moi, j'ai encore ma licence d'entrepreneur général, mais je ne construis pas les gens. C'est un choix que j'ai fait. Je l'ai fait longtemps. J'ai bien aimé ça. J'ai appris énormément. Mais ce que j'aime maintenant, c'est partager mon expertise. Tu sais. Parfait. Puis Chantal demande dans quel secteur vous construisez ou t'aide à la construction. Oui. Ben, à cette heure, avec la vidéoconférence, Chantal, moi, j'ai des clients de Montréal, j'en ai de Baie-Saint-Paul. Puis en général, en 2011-2013, moi, j'ai construit un architecte française qui habitait à Tahiti, à Saint-Féréol-les-Neiges. Donc, on peut tout faire depuis très longtemps à distance là, avec la vidéoconférence. OK, excellent. Tu peux-tu expliquer aux gens c'est quoi un contrat forfaitaire puis un contrat qu'on appelle à cost plus? Oui. Je te dirais un contrat forfaitaire, c'est un contrat que le prix va être prédéterminé. C'est celui le plus typique, là, le contrat le plus typique que tous les entrepreneurs vont utiliser, puis souvent les clients aussi vont utiliser. Donc, je construis, exemple, un bâtiment, un triplex. Ça me coûte, exemple, 600 000. Voici ce que j'ai pour, j'ai un devis de construction, voici ce que j'ai pour 600 000. Et maintenant, on le construit. S'il y a des surcharges, c'est parce que le client va avoir demandé des choses ou il va y avoir des choses qui ont été enlevées puis il y a eu des ententes avec l'entrepreneur. Donc, c'est prédéfini. Quand on tombe dans le cost plus, moi, c'est un type de contrat que j'adore. C'est un type de contrat qui est très peu connu souvent par les gens qui se construisent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu de mettre un prix fixe, on va faire estimer le projet, puis on va se dire, la main-d'œuvre qui va être utilisée pour le projet, on va la payer, exemple, 70 $ de l'heure par gars. Puis tous les matériaux qu'on va utiliser, ben là, ça va être, exemple, si le morceau de bois, il coûte une pièce, ben on va leur vendre, exemple, 1,15, 1,7, 1,8, dépendamment le pourcentage qu'on va avoir mis dessus. L'avantage d'un cost plus, c'est qu'on va payer le juste prix de la construction. Fait que moi, ce que je dis souvent, c'est quand les gens ont un coussin financier, puis qu'ils sont gamblers, soit qu'ils connaissent le domaine de la construction, soit qu'ils sont capables d'absorber une hausse de 20, 30 000, bien, ça peut être super intéressant pour eux. Parce qu'en général, quand on a confiance en notre entrepreneur, on a fait nos devoirs à savoir s'il est vraiment compétent, bien, normalement, les estimés, qu'on est en soumission, on est capable d'avoir une bonne idée du coût de construction soit de la résidence, soit de l'immeuble, peu importe. Mais il ne faut pas oublier qu'un contrat en cost plus, moi, j'ai fait faire ça à un client justement à Baie-Saint-Paul, ben, il a sauvé énormément d'argent. Quand je dis énormément d'argent, c'est sûr que ce n'était pas une résidence, c'était plus dans un immeuble, mais on a sauvé dans 6 chiffres. OK. Pour le projet total de la construction. Fait que ça devient très intéressant, mais c'est un risque. OK. Tu sais, c'est pas la première entrevue que tu t'écoutes avec moi. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient à peu près dans le milieu de l'entrevue, vers 8h30. La question qui tue.
Fait que, est-ce que tu as quelque chose que tu as fait dans ta vie ou, je sais pas, quand tu étais jeune, adolescent, ou que t'as pas raconté à beaucoup de gens et que tu ne pourrais nous parler aujourd'hui? Là, toi, tu as l'avantage d'avoir vu 110 avant d'autres entrevues. Fait que, as-tu quelque chose pour toi ce matin? Ben là, ma mère a dit que elle m'écouterait, fait que je ne prendrai pas n'importe lequel, mais j'ai pensé à quelque chose. Attends un peu. Que c'est, il est parti. Fait qu'en attendant, pour les gens, le temps qui est parti, oubliez pas, on a le coaching double qui commence en fin de semaine et vous avez la formation sur le calcul de rendement, le calcul de multilogement qui a lieu jeudi soir à 19h et c'est une formation qui est en ligne et en personne. Fait que t'as été chercher quoi? OK. Elle est maganée, oui. Ça, c'est une cuillère. On la voit-tu bien? Oui, Ouais. on la voit bien, oui. Il manque des petits morceaux après la cuillère. Ouais, ça, c'est une cuillère que mon cousin Danny, il mangeait avec ça chez ma grand-mère quand il était jeune. Puis on voit qu'il y a du métal. Il y a un petit manche ici de plastique caoutchouc. Puis écoute, moi, je devais avoir quoi, 5 ans, 6 ans. Puis j'ai décidé de la mettre dans la prise de courant. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de protection dans les prises de courant. Hein? Fait que ça se parquait. Moi, je mettais tout dans les prises de courant. Les haut-parleurs à mes parents, les cuillères, plein de choses. Fait que je ne suis pas électricien. J'aime ça passer des fils, là, mais je ne suis pas un électricien, je n'en serai jamais un. Puis, écoute, elle a fondu. Le feu d'artifice que ça avait fait au-dessus de la table, je m'en souviens encore. Ma mère s'en souvient encore. Je suis certain que ma grand-mère qui est décédée s'en souvient encore. Mais le plus drôle, Ghislain, là, c'est que on est en immobilier, puis je cherchais quelque chose qu'on pouvait faire un lien rapidement. C'est l'endroit où ma grand-mère habitait. C'était un triplex. Il était sur 3 étages de haut. Puis, je suis allé leur visiter pour l'acheter parce qu'il est tombé en vente un moment donné, il y a 4 ans, 5 ans. Puis, quand je suis passé le visiter, finalement, en fait, je n'ai pas décidé de l'acheter parce que ce n'était pas un bon move pour moi. Mais la prise de courant est encore noire. Après 20, 30 ans. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est comme mon seul souvenir que j'ai de cette époque-là. Fait que c'est une petite mauvais coup. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé. On a eu plein de questions qui sont rentrées. Chantal qui demande, est-ce que c'est le client qui doit trouver son entrepreneur, son constructeur, ou c'est toi? Là, on parle dans un cas où ce que c'est, on fait affaire avec moi. Ben, non. Moi, quand on peut faire affaire de différentes façons avec moi. Quand que j'ai le mandat de m'occuper de tout le dossier du projet de construction, je vais toujours adapter un entrepreneur qui va fitter avec le client. Quand je travaille en entreprise, là, je travaille beaucoup avec la personnalité de l'entrepreneur, puis après ça, je vais développer l'entreprise par rapport à qui il est. Okay? Quand que je travaille avec un particulier qui veut se construire, je vais faire un petit peu la même chose. C'est que je vais regarder c'est quoi ses forces, puis c'est quoi qui vient nuire à comment ce qui est. C'est-tu sa communication, c'est-tu son stress, c'est-tu de la façon qui est structurée dans sa planification. Puis dépendamment de comment qui, moi, je vais faire des propositions sur des entrepreneurs que j'ai rencontrés, que je connais, puis que j'ai confiance, ça pourrait être les bonnes personnes. Mais, tu sais, supposons j'ai des clients qui sont plus loin, ben les autres, ils connaissent déjà des entrepreneurs. Fait que moi, je vais plus avoir un rôle de les guider puis leur dire, t'as-tu pensé de leur demander telle chose? T'as-tu pensé de les tester? Hein? Pose-leur la question, demande-leur telle chose, puis attends de voir la réponse, c'est quoi. Puis souvent, les réponses reviennent, puis tu sais, on a beaucoup d'informations. Fait que Carlo qui demande, fait que votre rôle ressemble un peu à celui d'un coach pour la construction de neuf, c'est ça? Écoute, moi, j'aime pas le mot coach, j'aime pas le coach, le mot mentor. Moi, tu sais, moi, ce que je veux, Ghislain, là, c'est que je veux juste partager qu'est-ce que je connais. Okay. C'est ça que je veux. Il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, il dit, tu as l'obligation de ce que tu fais bien, de le faire encore mieux. Donc, si pour toi, c'est la construction, construis des gens, bâtis des gens. Et si tu ne veux pas le faire, transfère ton savoir aux autres, aide-les justement à se construire, partage ton expertise. Tu es payé à l'heure, tu n'es pas payé à construction. Comment tu fonctionnes? Ça dépend des situations, je te dirais, c'est du cas par cas. Au niveau du travail à l'heure, c'est pas quelque chose que j'aime parce que, encore là, tu sais, quand on parle de mentorat, de coaching, de consultant,
Ce que j'aime moins, c'est que quand tu charges à l'heure, souvent, les questions importantes, les clients ne veulent pas t'y poser parce qu'ils regardent leur portefeuille. OK. Ils se disent, exemple, oh, ça fait 3 fois que je l'appelle, je suis rendu à tant de dollars de dépenser, je m'avais budgété X nombre d'argent. Fait que là, ils ne t'appellent pas. Mais le petit coup de téléphone qu'il aurait fait, c'est peut-être celui qui va faire sauver 5 000. Tu sais, j'ai une cliente, elle a reçu une facture. Elle a reçu une facture d'un entrepreneur en disant, voici l'augmentation des coûts de matériaux. On a passé 2 heures ensemble, on lui a fait sauver 5 000. OK. Fait que l'important, c'est pas nécessairement juste comment que ça coûte, mais c'est surtout aussi c'est quoi l'effet, c'est quoi la valeur que ça va apporter. Là. Parfait. On a une question de Daniel qui dit, c'est quoi le coût en moyenne d'une maison de 3-4 chambres, 1200 pieds carrés, sans terrain? Ça coûte combien à construire un petit bungalow ordinaire là, de 1200 pieds carrés? Je te dirais, ça va dépendre des endroits, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, il y a plusieurs choses. En général, moi, je réponds à ma clientèle de se budgéter entre 155 et 275 $ le pied carré. Là, tu vas me dire, la marge est grosse, là. Mais pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a comme 3 types de gamme. Bas de gamme, moyenne gamme, haute gamme. Dans le bas de gamme, c'est surtout ce qui est vinyle, fenêtre blanche, plancher flottant. Moyenne gamme, on va tomber Canexel, fibrociment pour les revêtements extérieurs, bois franc, céramique. On va commencer à avoir quand même des fenêtres de couleur. Quand on tombe dans l'haut de gamme, ben là, c'est plus bois d'ingénierie, bois franc haut de gamme, revêtement de bois, garde-corps en verre. On tombe dans l'haut de gamme. Fait que ça nous donne une bonne idée pour budgéter entre 155 et 275. Première chose. Deuxième chose, ça va dépendre de la région. Il y a des endroits où la construction coûte un petit peu plus cher parce que les entrepreneurs vont se prendre des marges plus élevées ou leur espace de bureau va coûter plus cher. Fait que leurs frais d'administration, les pourcentages de profit qu'ils vont prendre vont varier. Fait que ça va venir varier aussi sur le pourcentage du prix au pied carré. Tu sais, moi, j'ai un entrepreneur qui a réussi à rentrer dans un prix au pied carré à peu près à 135 $. Mais tu sais, moi, je dis aux gens, budgétez-vous 155, mais lui, il est capable. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit, moi, ce que je fais bien, c'est construire. Fait que j'ai pas un gros bureau, c'est une petite pièce dans mon sous-sol. Mon salaire, j'en ai un, mais tu sais, j'ai pas besoin de gagner 75 000 pour avoir une Porsche. Fait que, veux pas, ces frais d'administration sont beaucoup plus moindres que certaines autres compagnies. Parfait. Après ça, on a une question. Connaissant la hausse des prix des matériaux, est-ce que construire est encore rentable ces temps-ci? Ça dépend pourquoi, probablement. Tu sais, quand on a un projet d'immobilier, on va penser à une rentabilité. Donc, on va penser à un prix pour les loyers. On va penser à le lieu. On va penser à différents facteurs qui vont nous faire dire, même si ça me coûte 5, 10, 15, 20 000 $ de plus dans un projet de construction, je vais ajuster mes revenus puis ça va quand même bien aller. Dans un cas de construction neuve, on va penser à surtout, j'ai vendu ma maison, il faut que je me construise. Ou il faut que j'aille habiter à quelque part. Fait que le prix, à un moment donné, il vient plus, tu sais, il est plus justifié. Mais quand on a le temps de penser à quand est-ce qu'on construit, on peut avoir différentes stratégies. Tu sais, on peut dire on va choisir la bonne période de l'année qui va nous permettre d'économiser. On va changer des types de matériaux. Au lieu d'avoir un revêtement en bois qui va coûter beaucoup plus cher qu'exemple du Canexel, ben je vais couper, je vais prendre du Canexel. Fait qu'on va, des fois, on va jouer comme ça avec les coûts. Des fois, je dirais qu'on va tout simplement attendre qu'on va dire hey, non, c'est pas intéressant pour moi parce que j'ai prévu revendre la maison, exemple, normalement dans 2 ans. Puis là, avec l'augmentation des coûts, plus les taxes, je ne retrouverai pas cette valeur-là avant 3, 4, 5 ans. Fait que ça change le plan de match. Fait que oui, il y a des constructions qui verront pas le jour. OK, parfait. Ahmed qui demande c'est quoi le ratio entre la main-d'œuvre et le coût de construction par exemple, dans une maison de 200 000? Le ratio, c'est quoi le ratio de main-d'œuvre par rapport, mettons, tu fais construire un chalet, ouais. 200 000. On entend souvent que c'est 50-50, mais est-ce que c'est encore ça, le ratio de main-d'œuvre versus les matériaux? C'est une bonne question. Je te dirais c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis au moins 1 an. Je ne peux pas te dire. Moi, dans le temps, j'avais 40-60 main-d'œuvre plus que les matériaux. On est tombé à 50-50. Moi, je dirais qu'on doit rester pas mal dans le 50-50. Tu sais, avoir une augmentation de 5, 6, 7 000 $ sur un projet de 300-400 000, c'est quand même beaucoup au niveau du chiffre, mais
une fois négocié, une fois les choix faits, il n'y en a pas tant que ça d'augmentation, en réalité, des fois. Question de Chantal qui demande, est-ce que vous faites la surveillance des travaux sur le chantier? OK. C'est une bonne question. Moi, au niveau des supervisions, ce que je fais, c'est que moi, je suis en service conseil. Donc, mon rôle, c'est de prendre mon expertise que j'ai, puis de venir vous accompagner pour vous aider. Donc, tout ce qui est terrain, mon rôle n'est pas de superviser tous les travaux puis d'être là à chaque étape tout le temps parce que je ne crois pas que c'est toujours nécessaire, mais il y a des moments clés qui sont importants. Puis dans ces moments clés-là, il y a aussi des choses spécifiques à valider ou à dire aux entrepreneurs. Fait que ça, c'est du service conseil que je vais vous donner au niveau de l'accompagnement. Mais quand je suis dans un cas de plus d'accompagnement privé personnalisé où ce que là, je vais faire toute la demande des soumissions, etc. Oui, je vais me déplacer à certains moments clés, puis moi, je vais m'assurer que certaines choses soient bien faites. On pense entre autres, exemple, avant de fermer les murs, c'est important de valider tout ce qui est plomberie, électricité, ventilation. Souvent, il y a des oublis au terrain. Fait que ces petits détails-là sont importants. Puis quand on ferme aussi les murs, ben, il y a d'autres choses à valider. Hein. La prise de courant, là, tu étais sorti du mur, ça arrive ça arrive souvent que non. Il y a des petits détails comme ça à valider. Fait que oui. OK, parfait. On a Paul qui demande le bois, qui nous dit le bois est toujours moins dispendieux que le béton ou l'acier malgré la hausse du bois pour la construction de multilogements. Oui. Le béton est peut-être plus accessible présentement que le bois, par contre. J'étais à la quincaillerie, c'est quoi, c'est en fin de semaine? Je voulais juste acheter des vis de 2,5 pouces, puis il n'y en avait pas. Puis c'est marqué rupture de stock. Fait que là, on se questionne, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas commandé parce qu'ils n'ont plus de bois traité ou c'est parce que la compagnie n'a pas de monde pour travailler et fabriquer des vis, fait qu'ils ne fournissent pas. Fait que je te dirais peut-être, Paul, que oui, vous avez raison. Mais si vous avez des délais à respecter dans certains types de bâtiments, on va peut-être penser à faire certaines choses en béton. OK, parfait. José Lassalle qui dit ton entreprise est super bien pensée. Je suis en train de faire bâtir. Je crois avoir bien choisi mon entrepreneur. Maintenant que la construction est commencée, que le stress a embarqué, la communication est plus difficile. Je suis contente de bien connaître la construction. Sinon, je serais plus émotive et plus stressée. Donc, je vivrais de la déception. Fait que bravo avec ton entreprise. Merci. Puis, tu sais, même quand on connaît ça, des fois, les émotions, ils prennent le dessus, hein? Puis on oublie des repères, on oublie certaines choses. Fait qu'au niveau de terrain, moi, j'ai des associés dans le domaine de la passerelle, puis justement, je suis content de les avoir parce qu'eux autres, ils me faisaient penser à des petits détails que moi, j'aurais oubliés. Fait que des fois, on fait des choix qu'on se dit, ah oui, on connaît ça, mais c'est ça la problématique de la construction. C'est que tous les entrepreneurs connaissent tout, hein? Puis tous les clients connaissent tout. Exact. Fait que tout va bien. En terminant, qu'est-ce qu'on fait pour te communiquer avec toi? J'ai mis socosolution.ca dans le chat. Steve Samberland, je pense que tu as une page Facebook aussi. Oui, en plein ça. Dans le fond, sur ma page Facebook, c'est beaucoup facile de me rejoindre, soit en message privé, tout ça. Vous pouvez passer des commentaires, vous avez des questions que je n'ai pas non plus. Je prends le temps d'y répondre. Sinon, par courriel, c'est toujours plus facile pour moi, dépendamment de mon horaire. Puis je vous encourage là, vraiment, c'est ça, à aller sur ma page Facebook. Vous allez voir aussi, si tu me permets, Ghislain, j'ai un programme de formation que je lance, en fait, que j'ai déjà lancé, qui a été testé, que 100% de ma clientèle est satisfaite présentement du projet. Et là, on a décidé de faire un lancement avec une promotion, avec l'accompagnement personnalisé. Et là, ce qu'on fait, c'est que sur 3 ateliers, on va vraiment venir donner de l'information aux gens. Fait que moi, mon modèle de formation est vraiment de dire, je limite les places à 10 personnes. Puis ce que je veux, c'est que chaque personne ait réponse à ses questions, à son projet de construction. Fait qu'en général, ça dure 1h30, peut-être 2 heures à chaque atelier. Il y a 3 ateliers comme ça dans le programme. Mais les questions sont répondues. Fait que, un peu comme tu fais, Ghislain, dépendamment des questions, c'est quoi? Ben, on y répond au meilleur qu'on peut, puis on veut aider au maximum les gens. Puis dans ce programme de formation-là, on va tout revoir des choses qui sont essentielles et peu connues. Tout le processus de construction, de préparation, on va rentrer dedans. Donc, identification des besoins, c'est quoi qu'on pense, tous les petits détails, ça a tout été prévu, le terrain, j'en mets des outils, toute la partie
les types de contrats, on rentre les avantages, les inconvénients, les risques, quand est-ce se construire, où sauver de l'argent. Fait que ça, c'est vraiment cet atelier. Judith, ta demande, as-tu une liste qui vient avec la formation de questions, de checklists à faire lorsqu'on construit? Oui, effectivement. Pour la partie en construction, c'est en cours. Je suis en train de fabriquer quelque chose. Moi, présentement, c'est plus de dire on fait la partie préparation vraiment comme il faut pour être capable de faire les demandes de subvention éventuellement. Mais si vous voulez vraiment avoir plus d'informations à des moments spécifiques, prenez contact avec moi, puis on va partager l'information, c'est certain. Fait que, juste avant de terminer, je pense qu'on va faire les derniers cours qui s'en viennent. S'il y a des questions qui rentrent, je vais pouvoir les demander à Steve. N'oubliez pas qu'on a un nouveau local pour des événements à Boucherville. Le local est très, très bien situé. Il y a 200-300 places de parking dans le cours et ça peut faire du tournage, ça peut faire des shoots virtuels ou tout simplement une réunion en bas de 50 personnes. La location achat le 3 octobre. Vendez vos offres d'achat mercredi prochain. Les Q&A mardi le 29 septembre. Mardi le 29 septembre. Samedi, on a le coaching double qui débute. Et jeudi, après-demain, on a le calcul de rentabilité du multilogement. On a une question qui est rentrée. Quel serait le coût de construire, le coût construit d'une porte dans un plex? Comment ça coûte par logement pour construire du multiplex? Écoute, pour être honnête, je pense que Ghislain, tu es vraiment mieux placé dans les coûts présentement que moi, je crois. Parce que moi, comme je dis, moi, j'ai beaucoup une clientèle de soit de gros immeubles ou de résidences. Là. Tu vois, j'ai été visiter jeudi dernier un super beau projet dans le coin de Longueuil, la Prairie. Et il y en avait deux. Et c'est au-dessus de 200 000 la porte. Mais c'est c'est pas du bas de gamme, là, c'est du moyen haut de gamme. Et ça coûte 200 000 la porte à construire. 215 000 environ. Fait qu'on est encore dans à peu près ça, le 155 du pied carré. Là, ouais. Ouais, exact. Combien coûte une fosse septique et un puits artésien pour un chalet de 4 chambres, 2 salles de bain? Oui. Tu sais, au niveau des fosses septiques, ça va dépendre beaucoup du type de sol. Les fosses septiques, ils vont en avoir qui vont commencer à 8 000, qui peut aller jusqu'à 25 000 dépendamment où est-ce que vous êtes. Êtes-vous sur le bord de l'eau? Est-ce que le positionnement peut se faire seulement sur le bord de l'eau? Êtes-vous dans un terrain anglaise, en sable, etc.? Fait que ça va être très variable. La meilleure chose, c'est vraiment de faire des tests de sol. Au niveau des tests de sol, on peut penser à peu près à 1 500 là, pour faire les différentes étapes, pour avoir un rapport beaucoup plus précis. Et eux vont pouvoir vous conseiller parmi certains modèles de fosses septiques pour votre projet. Pour les puits artésiens, souvent, moi, je dis à mes clients, budgétez-vous de 8 à 15 000, dépendamment là, la profondeur du puits. Mais si je me souviens, il me semble qu'ils sont à 23 le pied, me semble, linéaire, qui descendent. Puis, tu sais, un des bons trucs au niveau du puits, c'est que peut-être c'est un addon, mais quand on est sur place puis qu'on regarde creuser, ben des fois, il est moins creux que si on ne serait pas là. Fait que peut-être c'est intéressant aussi pour sauver des coûts d'être présent sur votre terrain quand vous allez faire votre puits. Peut-être c'est une petite réflexion à avoir. Okay, excellent. Fait qu'on n'a pas d'autres questions qui sont rentrées. Un gros merci d'avoir été avec nous autres, Steve. Ben, merci à toi. Plaisir. Fait que continuez à écouter nos Facebook. La semaine prochaine, je vous annonce que je reçois Patrick Leroux, qui est très, très bien connu dans la vente, dans le marketing, dans le développement web aussi, d'entrepreneuriat. Et je suis live avec lui sur son Facebook ce midi, de midi à 1h. Fait que manquez pas ça, Patrick Leroux va être avec nous la semaine prochaine. Merci à vous tous d'avoir été en ligne. Merci. Il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui. Merci Steve d'avoir été là aussi. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye la gang! Salut, bye. Salut!